Entre tradition et modernité, Pékin-la-Rouge a fait son choix. En compagnie de Zhe, une journaliste chinoise, nous partons à la découverte d'une mégalopole mégalo qui se dévoile la nuit pour mieux s'affirmer au grand jour. Les costumes de Mao sont à la remise et pour cause. Les jeunes créateurs et leurs plus beaux mannequins partent à la conquête du prêt-à-porter mondial. À Pékin, la nuit, tous les Siamois sont gris. Les nouveaux clubs se livrent une guerre sans merci pour séduire les nouveaux riches chinois. La discrétion légendaire des Pékinois s'évapore dans les bulles de champagne du bloc 8. Pendant que le peuple nostalgique continue de danser sur les places publiques. Nous avons tenté également de comprendre le paradoxe chinois. Comment vit aujourd'hui un milliardaire tombé dans la marmite communiste dès son plus jeune âge? Monsieur Zhang nous a reçus dans sa modeste villa de campagne. Il n'y a pas si longtemps en Chine, l'art était au service de la propagande. Aujourd'hui, il rapporte des millions de dollars. Découverte de Dachanze, le plus grand village de galeries d'art contemporain au monde. Et si l'art se dévergonde, les Chinois aussi. Notre exploration pékinoise nous entraînera dans le supermarché du Dr Li, le plus gros fournisseur de plaisir coquin de Chine. Mais ce soir, nous nous rendons dans un nouveau quartier de Pékin. C'est ici, dans ces HLM de luxe, que s'est installé un Français de 28 ans. Hérald est DJ. Sa réputation est arrivée jusqu'aux oreilles des Chinois. C'est pourquoi, lorsqu'on l'a sollicité, il n'a pas hésité à quitter Tours pour tenter l'aventure à Pékin. Ici, t'as une petite vue, je suis content de pas avoir un immeuble, tu vois, juste en face de ma vitre, t'as une petite vue sur le quartier qui est super sympa. Ici, t'as Roxian Daichang, voilà, je le dis bien. C'est un quartier assez sympa, très récent, très neuf, l'immeuble est neuf, tac. Hérald a déjà conquis le public de Shanghai. Mais l'explosion des nuits pékinoises l'a décidé à faire un choix crucial. C'est une décision qu'on a prise avec mes enfants et ma femme. Ils sont où là? Et là, ils sont en France. Ils vivent pas ici? Ils vivent pas ici. On se voit tous les 2 mois à peu près. C'est dur ça? Très dur, c'est très dur. Mais tu vois, cette solitude, tu dois la transformer un peu en rage de vaincre pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller là où tu as envie d'aller. Pékin, c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif à pas rater. C'est l'endroit où il faut être. Et selon Hérald, l'endroit où il faut être aujourd'hui à Pékin, c'est au 14e étage des Tours Jumelles. C'est là que se trouve le restaurant-club le plus branché de la capitale, le Lan Club. Un concept imaginé par la première femme milliardaire en Chine, Madame Lan. Ici se retrouvent chaque soir tous les expatriés installés à Pékin et les nouveaux businessmen chinois. Le capitaine de soirée, c'est Hérald. Ah, c'est ta cabine de pilotage là? Exactement, qui est super bien placée, j'adore l'endroit. T'as vu, t'es avec les gens, quoi. T'es pas dans une cabine isolée, c'est génial. Il faut dire que l'endroit est surprenant. Le décor baroque a la particularité d'assembler des meubles et des objets tous uniques. Lui, c'est le fils héritier de Madame Lan. Ce fils unique appartient à la génération des jeunes empereurs et vient de réaliser un rêve digne de Versailles. Vous avez vu la plus longue table du monde avec 60 mètres ensemble. Sur 60 mètres, plus de 120 personnes peuvent s'installer pour un dîner, dans l'entrée du restaurant. Le Lan Club est abonné au livre des records, car ce restaurant est aussi le plus grand du monde, avec une surface de 6000 mètres carrés. Autrement dit, si vous avez donné rendez-vous à vos amis ce soir, précisez-leur d'abord quel restaurant vous avez choisi. Ce mélange de tous les styles, c'est ce qui fait l'originalité des lieux. Jusqu'au tableau, exposé de façon insolite. C'est le designer français Stark qui a imaginé ce restaurant et c'est aussi un Français qui le gère. Ça, c'est notre general manager Yves, qui vient de la France aussi. Tiens donc. Oui, je viens de Carcassonne au départ. Yves Godard. Ce Français connaît la Chine comme sa poche. Après Shanghai, son nouveau challenge, c'est le Lan. Nous lui avons demandé quelle était sur ces 6000 mètres carrés la partie qu'il préférait. Qu'est-ce que je prendrais? Je pense que je prendrais, si je devais faire un restaurant, je pense que je prendrais 3 ou 4 salons privés et je les transformerais en restaurant, un restaurant un petit peu tibétain avec toutes ces yourtes mongoles là comme ça.
Alors là, on arrive dans l'autre côté qui dévoile le côté très intimiste de ces ailes et de ces salons privés. Elles ont été designées par Philippe Starck pour représenter des tentes mongoles. Derrière ces tentures épaisses, le décor est surprenant. Là, on arrive dans une yourte qui est beaucoup plus spacieuse. Ces tentes sont très souvent louées pour des soirées privées, de l'apéritif jusqu'à la fin de soirée. Vous avez les Chinois du gouvernement qui viennent, vous avez aussi les artistes chinois, vous avez les étrangers qui viennent. Donc on en revient à tout ce côté négociation commerciale où on va commencer à en parler à table et on va finir après les dernières finalités, finaliser le contrat va se signer ici, autour d'un verre après le dîner. C'est comme ça que ça se passe. Ce décor a coûté 20 millions d'euros. À ce prix-là, les clients ont droit à un spectacle qui se joue dans les cuisines. 260 personnes travaillent dans ce restaurant, dont 80 commis et cuisiniers. Une cuisine qui ressemble à une longue coursive de paquebot. Chacun est à son poste sur un espace large d'environ 8 mètres et sur une longueur de 100 mètres, celle d'un stade de foot. La spécialité du LAN, le canard laqué, plus une centaine d'autres plats, comptés au minimum entre 80 et 150 euros le repas sans les vins, c'est-à-dire l'équivalent d'un salaire moyen d'un employé du LAN. Bon, n'oubliez pas que les plats servis en salle du fond passent par l'autre porte. Allez. Chaque soir, Hérald a la lourde responsabilité d'animer le LAN. Entre le canard laqué et les litchis, le décor du designer Monsieur Starck se transforme en boîte de nuit. Ici, avec un peu de patience, les clients peuvent espérer décrocher le pompon. Et les Chinois savent y faire, quelques hôtesses déguisées en lapin, et le tour est joué. Pour mettre l'ambiance, les Chinois ont fait appel à la French Touch jusque derrière le bar. Une façon de conquérir une clientèle haut de gamme internationale. J'ai beaucoup voyagé autour du monde. Ici, c'est différent. C'est une nouvelle scène qui se développe très vite. Je pense que Pékin va très rapidement dépasser la vie nocturne des villes européennes. Alcool, techno et libido, Pékin la sage s'enivre un peu plus chaque nuit. Pékin se développe. Pékin, il y a 2 ans, c'était pas comme Shanghai. Vous avez un club, 2 clubs et le reste, c'est des clubs très locaux. Là, maintenant, ça commence. C'est le marché le plus difficile la nuit. Ah bon? Ah oui, mais c'est le business le plus compliqué parce qu'on vend du vent. C'est pour ça que c'est compliqué. Et un vent nouveau souffle sur les nuits de Pékin. Tous les mois, un nouveau club ouvre ses portes. Le dernier né, Bloc 8. C'est le nightclub-restaurant de la nouvelle génération des milliardaires. Un établissement sous haute surveillance. Car ce soir, les hommes les plus riches et les plus influents de Pékin se sont arrachés tous les carrés VIP. Ici, la discipline est militaire. Le personnel chinois est au garde à vous et pas question de faillir à la réputation de l'établissement. Au bloc 8 travaillent une centaine d'employés à des tarifs défiant toute concurrence. Les salaires ici dépassent rarement les 80 euros par mois et litchi sur le gâteau, il n'y a pas de charge sociale. Une bonne affaire pour Sébastien Noah, le boss du club. Il a commencé dans les Caraïbes américaines pour les Ritz-Carlton, puis San Francisco, Bangkok, Kuala Lumpur, Dubaï, Monte-Carlo et enfin Pékin. À Pékin, justement, c'est le roi du champagne. Allez, Chin, la dernière coupe de champagne, ce soir c'est soirée vodka, il faut plus boire de champagne. Ce monégasque est doué pour faire décoller une boîte de nuit dans n'importe quelle partie du monde. Et sa technique, c'est son plan de table. Ça c'est le plan de table ce soir. Donc j'ai tous mes clients, tous mes gros clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Blockade, pour des grandes soirées comme ça, moi je m'annonce comme étant plein une semaine à l'avance. Et donc c'est moi qui choisis, c'est moi qui téléphone, je dis voilà, j'ai une table pour toi, est-ce que tu veux venir? Et pas l'inverse. On ne m'appelle pas pour demander une table. Pour que l'argent coule à flot, Sébastien Noah a importé une technique imparable. Tout est dans la mise en scène des carrés VIP. Tu vois, en fait, nous on a fait ça d'une manière très arrogante. En fait, on a dessiné des espaces où les gens peuvent se tirer la bourre les uns les autres. C'est illuminé, tu es dans un coin, tu peux te montrer, t'es beau, tu peux faire le cake. Et donc en fait, c'est ça qui plaît, hein. C'est toujours se mettre en avant. Moi, je suis de Monte-Carlo, donc
C'est quelque chose que j'ai appris dès que j'étais petit. Hein. C'est Saint-Tropez, c'est Cannes, c'est tout ça. Il faut absolument, toi, que tu dépenses plus de fric que le mec qui est à côté de toi. Ça, c'est une règle. Parce que tu veux impressionner la nana qui est au milieu, le mannequin brésilien qui est sur la piste, la belle italienne à la poitrine fraîchement refaite. Il faut absolument que tu l'impressionnes. Si tu veux, quand tu viens chez moi, je vais te présenter aux gens de ma boîte. Je décide, moi, de savoir si je vais faire passer pour une star ou pas. Et c'est ça que tu veux. Arriver, toi, à décider aujourd'hui de savoir que ce mec-là va te manger dans la main pour les prochains 6 mois parce que tu sais qu'il est avec une nouvelle copine, il a envie de passer pour une star. Moi, ça me coûte 2 bouteilles de champagne, 4 serveuses qui arrivent, à l'appeler « Salut, comment tu vas ?» La bise, nani, nana, et lui, ça y est, il flambe. Et c'est comme ça que tu gères tes clients. Les nouveaux riches chinois adorent le champagne français et les DJ européens. Mais ils raffolent par-dessus tout de l'exotisme occidental de certains spectacles. Comme ces danseurs russes de cabaret au chômage à Moscou, venus tenter leur chance à Beijing. Chaque soir, les expatriés se mélangent aux jeunes empereurs dans une ambiance Ibiza bon marché. Pendant que les jeunes milliardaires continuent de faire du business jusqu'à la dernière minute, accompagnés de leur secrétaire particulier. À Pékin, les nouveaux riches se libèrent. Ils imitent désormais l'extravagance occidentale. Les modes, ça passe. Le luxe, ça passe jamais. Il y aura toujours des gens qui auront de plus en plus de fric. Et il y aura toujours des gens qui auront toujours plus en plus envie d'en dépenser. Donc moi, c'est mon credo. C'est je ne m'occupe que du top 5%. Et ces gens-là sont des gens qui boivent du champagne. Donc si tu t'attaches à un cheval, on va dire un cheval de bataille comme le champagne, tu peux jamais passer de mode. Jamais. La raison principale, c'est que tu n'as que 5 verres, 5 coupes dans une bouteille de champagne. Et donc les gens passent à la caisse plusieurs fois par soir, donc c'est formidable. Bloc 8, un grand salon de 500 mètres carrés dans lequel Sébastien Noah accueille ses invités. C'est l'endroit à Pékin où il faut être pour peut-être signer le contrat du siècle. C'est un gros VIP, grosse star. Là, on est sur le côté de Hong Kong. Ce mec-là, il a 25 ans, il a déjà les cheveux gris. Il vend du pétrole à la Chine. Le mec, il doit faire entre 500 et 600 millions de dollars par semaine. C'est un trader en commodité, le pétrole. Donc c'est bon, c'est un mec qui déjà à 25 ans s'est arrêté de travailler. Allez, viens. Là, on a Christophe. Christophe, c'est le groupe Havas. Havas sur la Chine. Eric Constantino, patron de la coiffure sur la Chine. Et superstar, buveur de champagne, plus gros client sur la Chine et sur Pékin. Mon plus gros client. Bloc 8, c'est aussi une rampe de lancement pour Sébastien Noah. Il ne compte pas en rester là. Grâce à ses relations, il projette de construire 60 restaurants et boîtes de nuit sur toute la Chine, 2 centres commerciaux, des hôtels de luxe et une agence de voyage pour VIP. Comment expliquer un tel succès pour ce monégasque de 32 ans? Tout a démarré sur une plage et il nous entraîne sur la terrasse de l'établissement. La plage, en fait, c'est là où on a été couronné roi de la nuit en Chine. Là, ici, on a eu les plus belles soirées, je pense, qu'il y a jamais eu en Chine. On a ramené des danseuses russes en bikini, on a monté des douches. Les danseuses en bikini prenaient des douches à longueur de soirée, dansaient sur les tables, et donc tu as des lits, tu as des cabanas. Donc en fait, on a fait un truc, un très South Beach, très Saint-Trope. Et donc voilà, donc ça a été le carton absolu. On passait ici des soirées à 200, 250 bouteilles de champagne. Et bon, tout le monde est absolument écrasé de bonheur. Et donc, c'était le seul endroit de Pékin, en fait, où tu as une terrasse extérieure et tu as DJ avec la musique qui bastonne. Pourquoi est-ce que nous, on peut avoir un DJ en extérieur avec une musique très forte? Parce qu'on a une très bonne relation avec le gouvernement local. Le gouvernement, c'est comme, si tu veux, une énorme étagère. Non, pas étagère, pardon. Tu sais comment tu dis, ces armoires à thé. Tu sais, tu as des tiroirs. Tu as plein de tiroirs. Et le but, c'est d'avoir un partenaire qui peut t'ouvrir chaque tiroir. C'est ça qu'il faut avoir. Et ça voilà, c'est la chance qu'on a, nous. C'est que j'ai eu très vite pas mal de copains qui, eux, s'occupent de différents tiroirs.
Donc voilà, c'est une des grandes chances. Bon. Il est minuit, le clou du spectacle, un Johnny Made in Germany met le feu au bloc. Pékin, c'est l'American Dream. C'est ça l'American Dream. L'American Dream, c'est la Chine. C'est pas les États-Unis. Parce que c'est le Far West. Ici, on vient d'ouvrir, tu sais, c'est New York à la grande époque. C'est ça la Chine aujourd'hui. Tu es le premier, tu es un pionnier. Ils découvrent ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ils connaissaient pas le champagne, ils connaissaient pas la vodka, ils connaissaient pas Ibiza. Nous, on leur apporte ça et ils te disent merci, il y a cette gratitude. Et ça, il faut pas cracher dessus. Pendant ce temps, à l'extérieur, la Chine modeste reprend ses droits. Le peuple entretient sa forme physique avec des danses d'un autre temps. Les couples ici se forment tous les soirs. Pas de ticket d'entrée ni de DJ, mais une sono bricolée qui fait la joie de tous les Pékinois. Sur cette petite place qui fait face au lac Wuhai, toutes les générations confondues s'essayent au bebop valsé, sous le regard amusé des anciens. Et c'est le même scénario tous les soirs, pendant la saison chaude. Il paraît que les Mongols, envahissant Pékin, auraient cru voir la mer près de ce lac. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui envahissent régulièrement les lieux, sur des canards géants. C'est l'heure où le lac Wuhai enfile son habit de lumière et devient le centre de la vie nocturne de la capitale chinoise. Pour découvrir une Chine plus authentique, il faut se laisser aller au hasard sur les bords du lac, où des dizaines de restaurants se transforment le soir en salle de concert. Nous quittons Pékin. Cette route mène tout droit vers les montagnes du Yanshan. Nous sommes à 50 km au nord de Pékin. Au-delà de ces collines se trouvent les 13 tombeaux de la dynastie Ming. Notre journaliste Zhe veut nous présenter la maison de campagne d'un des plus riches milliardaires chinois. Derrière cette porte, un domaine exceptionnel. C'est ici que monsieur et madame Zhang passent leur week-end. Dans une petite villa, style californien, années 70. Contrairement aux apparences, cette maison a été construite il y a seulement 3 ans, pour le prix d'un studio à Paris, c'est-à-dire 200 000 €. Pour cette modique somme, ils ont bâti un petit palais de 5000 mètres carrés. Bonjour, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue chez nous. Monsieur Zhang est un homme timide. C'est la première fois qu'il ouvre sa maison à une équipe étrangère. Cette maison a été dessinée par un Chinois, monsieur Wang Wei. Et c'est monsieur Zhang lui-même qui a été le maître d'œuvre de cette petite cathédrale de 12 mètres de haut. Quoi de plus logique pour ce tycoon de l'immobilier? La Chine est grande, ses ambitions également. Elles sont à la mesure de l'architecture des lieux. Le personnel a droit à sa salle de billard, les hommes d'affaires une salle de réunion. Une petite piscine de 25 mètres a même été prévue pour les enfants, ainsi qu'une salle de sport pour madame et ses amis. Mais la pièce favorite de monsieur Zhang, c'est la salle de projection, car c'est un passionné de cinéma. Et maintenant, voici ma salle de cinéma. Monsieur Zhang, d'ailleurs, est devenu récemment producteur de cinéma. Une façon pour lui de se rapprocher de ses rêves d'enfant. En fait, quand j'étais petit, j'étais passionné par le dessin, la peinture. En fait, ce que je voulais, c'était être réalisateur de cinéma.
Et puis, il y a eu l'ouverture économique de la Chine sur le monde. Là, j'ai commencé à faire du commerce et ça a marché tout de suite. Je n'ai pas eu d'autre choix. Je suis devenu un homme d'affaires, presque malgré moi. Difficile d'évaluer la fortune de M. Zhang. Dans un document réalisé par sa société, notre milliardaire fait la promotion des immeubles qu'il a construits au centre de Pékin. M. Zhang travaille en priorité avec des artistes et des architectes chinois. Sa réussite s'érige désormais à tous les carrefours de la capitale. Ses ambitions, construire 300 multiplexes de cinéma d'ici 5 ans. Je puise mon inspiration dans la nature. J'aime beaucoup me balader dans mon parc. En fait, c'est la nature qui guide mes choix. Et pour imposer ma vision, l'argent est le seul moyen. Il me rend plus libre. Mais lorsque la première chaîne chinoise s'intéresse aux Zhang, c'est Madame la vedette. Des émissions relatent sa vie de milliardaire et posent en exemple la réussite de son mari. Une réussite dont elle est l'instigatrice, grâce aux relations de son papa, général de l'armée populaire. Car ce n'est pas un secret, en Chine, le premier fabricant de milliardaires, c'est le Parti communiste. Mais Madame Zhang déteste le monde des affaires. Elle préfère s'entraîner quotidiennement à l'escalade. Un sport qu'elle partage avec ses enfants. Car chaque année, à la belle saison, Madame Zhang quitte son mari et ses enfants pour partir à la conquête des plus hauts sommets tibétains. Ça, ce sont des photos que j'ai réalisées au Tibet. Sa deuxième passion, ce sont les antiquités tibétaines. Des objets qu'elle expose, ou plutôt qu'elle stocke dans toutes les pièces de sa villa, y compris dans la plus humide d'entre elles, la piscine. On l'a compris, à chacune de ses expéditions, Madame Zhang aime chiner au Tibet des objets sacrés d'une valeur inestimable. J'ai ramené tous ces tableaux du Tibet. Ce sont de très vieux tableaux, des porte-bonheur tibétains. Dans ma vie antérieure, je devais sûrement être tibétaine. Je me sens bien là-bas. Elle se sent gênée si un Français lui pose des questions sur ce qui se passe au Tibet aujourd'hui ou pas? Oui, ça me gêne. Cette fille de militaire chinois est tout à coup émue. Comme unique réponse, elle continue de nous présenter sa collection d'objets tibétains. Avant de quitter la famille Zhang, au milieu de ces 350 hectares, nous tentons de comprendre le fameux paradoxe chinois, un pays, deux systèmes. Ou si vous préférez, comment peut-on être milliardaire et communiste à la fois? Et la réponse sera, comment pourrions-nous dire, communiste. Avant, sous Mao, la Chine était purement socialiste. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Mais finalement, nous étions peut-être plus heureux à l'époque. En attendant, depuis 20 ans, des promoteurs immobiliers comme M. Zhang se sont efforcés de gommer les anciens quartiers de Pékin. Seuls, aujourd'hui, les alentours de la cité interdite sont protégés. Voilà à quoi ressemblait Pékin il y a à peine un demi-siècle. Les caravansérails venaient livrer leurs cargaisons exotiques jusqu'au centre-ville. À l'intérieur des Hutong vivaient réunies plusieurs familles. Le commerce s'épanouissait dans les ruelles de la capitale. Pékin était alors un grand village. Au nom de l'urbanisme, ces quartiers que l'on appelle les Hutong ont presque tous disparu. Derrière ces palissades en acier, tout a été rasé. L'âme de Pékin a volé en éclats. Comme si une bombe venait d'exploser. À se demander que sont devenus tous ces habitants.
Les habitants ont été relogés en banlieue, au-delà du 5e périphérique. Ce sont les riches qui vont habiter ici. D'autres routons qui ont échappé à la destruction sont à restaurer. Aujourd'hui, ils se vendent 5 000 € le mètre carré. Leurs locataires y vivent dans des conditions précaires. Ils vont bientôt être expulsés et peut-être relogés. Regardez un peu l'état de ces lieux. Il y a encore quelques pauvres qui vivent ici. Les pauvres, ce sont souvent des migrants et des personnes âgées. Aujourd'hui, les enfants ont déserté les ruelles. Il y a encore une vingtaine d'années, plusieurs générations d'une même famille s'entraidaient dans ces petites maisons. Aujourd'hui, les anciens vivent dans la solitude. Si les quartiers historiques de Pékin sont détruits, étrangement, une zone industrielle du nom de Dashanze, au nord-est de la capitale, est en pleine restauration. Ici, c'est un défilé incessant de voitures, d'ouvriers et même de touristes qui se promènent quelquefois avec un masque. C'est trop poussiéreux ici. Ils rénovent, ils creusent, c'est sale. Ils créent des galeries qui devront être finies avant les Jeux Olympiques. Des dizaines et des dizaines de galeries d'art contemporain. En fait, Dashanze doit sa survie aux artistes qui se sont installés ici dans les années 80. En 20 ans, cette friche industrielle est devenue un quartier dédié entièrement à l'art contemporain. Depuis, cette zone a été baptisée 798. Les artistes ici ont très vite compris que leur production intéressait les étrangers. Nous sommes loin d'un art communiste contrôlé naguère par le gouvernement. Mais est-ce vraiment sûr? Ces artistes sont-ils vraiment libres? Dashanze est une terre pour les artistes libres. Il n'y a pas d'influence de la part du gouvernement. Les artistes qui sont exposés ici étaient des communistes payés par le gouvernement. Maintenant, ils ne veulent plus être payés par l'État. Ils viennent ici, ils financent eux-mêmes leur exposition, et s'ils vendent bien, ils ont une belle vie. Sinon, ils ferment la boutique. C'est exactement comme un marché libre. Désormais, cet endroit fait rêver les jeunes couples, les Chinois bobos. Ils sont prêts à quitter leur appartement ultramoderne pour venir s'installer dans le coin. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, on est en train d'imaginer ce que ça va être quand ce sera restauré. Ici, c'est vraiment génial. C'est un quartier vraiment très à la mode. On aimerait bien louer ici, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Dashanze, les jeunes mariés viennent désormais s'y faire prendre en photo. Il y a souvent des jeunes comme vous qui se marient ici à Dashanze? Oui, ces dernières années. Pourquoi? Peut-être il va devenir un nouvel symbole de Pékin. C'est quoi ce symbole? Symbole d'art, symbole d'une nouvelle culture. Ce phénomène artistique et économique, cet homme en est un des principaux responsables. C'est le premier artiste à s'être installé ici au début des années 80. Ce pionnier est aujourd'hui scandalisé par l'inflation du prix des œuvres. Ça, c'est la liste des artistes pour l'année 2007. Attends, voyons voir. Les prix des œuvres ont beaucoup de zéros. Ça grimpe, ça grimpe. Les prix sont hallucinants. Depuis quelques années, l'art contemporain chinois bat tous les records. Une œuvre qui se vendait 100 € il y a moins de 10 ans peut valoir aujourd'hui des millions de dollars. Les artistes les plus cotés sont surnommés les stars rouges. Pour Monsieur Wang, l'art est devenu du marketing, peu importe le message, pourvu qu'il rapporte. À se demander si tout cela est de l'art ou du cochon. Voici l'artiste star de l'année. Le prix de vente aux enchères de ses œuvres en 2007 à 29 millions d'euros. Les stars rouges sont joyeuses. Elles sont très à la mode en Chine. Aujourd'hui, il y a une véritable compétition entre les artistes. C'est le marché qui stimule cette concurrence.
Moi, je ne suis pas une star rouge, mais une star noire. Je ne cherche pas à m'adapter au marché en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui intéresse M. Wang, c'est la mémoire. Ces œuvres noires, comme il dit, sont composées de briques anciennes et de sculptures modernes. Ce qui a attiré cet artiste à Dachenzhou, c'est l'histoire des lieux, de ces anciens ateliers, de la vie qu'il y avait ici, il y a près d'un demi-siècle. Là, tu vois ces ateliers? C'est une mémoire, le passé, ça raconte des choses. Ce sont les Russes qui, en 1951, construisent Dachenzhou. Ici, des milliers d'ouvriers ont travaillé pour la gloire de la grande période communiste. Les Allemands installent des machines et 20 000 ouvriers se mettent au travail. Ils produisent des composants électriques et des munitions. Une véritable machine de guerre. Chaque semaine, une nouvelle galerie ouvre ses portes. Depuis l'explosion de l'art contemporain chinois, les artistes produisent à la chaîne. Tous ces bâtiments vont bientôt accueillir de nouveaux artistes. Les œuvres les plus monumentales occupent déjà l'extérieur. Ici, l'art contemporain efface peu à peu le passé industriel des lieux. Bientôt, cette immense friche industrielle abritera près de 400 galeries. Ce sera alors le plus grand village d'artistes du monde. Bientôt, Dachenzhou va être pris d'assaut par un tsunami de touristes qui, quelquefois, auront bien du mal à distinguer les vraies œuvres des imitations. Dans le dédale des derniers quartiers populaires de Pékin, de nouvelles échoppes font leur apparition. Grâce à vos toutes nouvelles connaissances du chinois, vous pourrez peut-être déchiffrer sur certaines portes le mot « sex shop ». Un commerce réservé aux seuls Chinois qui refusent encore aujourd'hui de parler de plaisir sexuel en place publique. Notre caméra fait semblant de s'intéresser à la bimbeloterie Made in Beijing, puis nous tentons de filmer discrètement la petite boutique d'à côté. Changement d'univers. Nous nous retrouvons dans une remise de 3 mètres carrés, interdiction de faire du bruit, un enfant y fait sa sieste, entouré d'un décor plutôt insolite. Sur des étagères se trouvent pêle-mêle des préservatifs, des médicaments aphrodisiaques et des sextoys de toutes les couleurs. Mais nous n'aurons pas de détails sur les habitudes sexuelles des Chinois, la commerçante nous reconduit poliment à l'extérieur. Pour en savoir plus, il faut aller au marché Chilier dans le district de Shaoyang. C'est ici que tout a démarré avec Monsieur Li. Notre homme est le premier fournisseur des petits plaisirs en plastique et latex de l'Empire des Sens. Sa boutique, un supermarché de 2000 mètres carrés en sous-sol. Monsieur Li est un propriétaire heureux. Il possède à lui seul l'équivalent de 3 fois Pigalle, avec plus de 200 boutiques qui fournissent des milliers de sex shops dans toute la Chine. Difficile de répondre à la demande. Pourtant, pour l'instant, ce commerce ne concerne que 5% de la population, c'est-à-dire 70 millions de consommateurs pour près d'1,5 milliard de Chinois. Dans ces vitrines, plus de 1000 produits différents, tous dédiés au plaisir sexuel. Aujourd'hui, le Pékin moyen n'hésite plus à franchir la porte d'entrée de ces temples du plaisir. Ce gadget vient d'arriver et a déjà trouvé acquéreur. Mais le produit phare, c'est cette boîte de jouets pour adultes. Un kit de pénis de toutes les tailles à moins de 10 €, avec les piles. Des comme ça, j'en vends 5000 par mois. Nous sommes loin de l'époque communiste et du planning familial qui contrôlait la vie des Chinois sous Mao, jusque dans leur vie sexuelle. À l'époque communiste, les Chinois subissaient une pression sur leur vie sexuelle. On ne parlait jamais de ces choses-là. Grâce à l'ouverture de la Chine et au développement d'Internet, on s'est rendu compte que le sexe était un besoin naturel. Petit à petit, le gouvernement a compris que la question sexuelle était très importante pour l'équilibre du peuple. Du coup, aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à venir dans mon sex shop.
En Chine, le sexe n'est pas considéré comme un plaisir coupable, mais une activité saine qui contribue à l'équilibre des individus. C'est pourquoi, dans la plupart des sex shops, les vendeuses connaissent leurs produits jusqu'au bout des doigts, voire plus. Là, vous voyez, ce modèle a une tête qui tourne à 360 degrés. Cette partie stimule le clitoris. Grâce à ce modèle, les femmes peuvent avoir et un orgasme clitoridien et un orgasme vaginal en même temps. Et vous l'avez essayé? Oui, bien sûr. Ça vous a plu? Ah oui, c'est pour ça que je le connais si bien d'ailleurs. Après une série d'études sociologiques et médicales, les autorités chinoises ont constaté que le plaisir sexuel était indispensable à la santé. Si un être humain n'a pas de vie sexuelle, à un moment donné, vous pouvez en être sûr, il va tomber malade. Dans ce supermarché, près de la moitié des boutiques sont dédiées à la médecine du sexe. Des produits importés des 4 coins de la Chine. Ici, on vend essentiellement des médicaments pour améliorer les performances sexuelles, donc la santé. Vous voyez, dans cette boutique, tous ces médicaments viennent du Qinghai et du Tibet. J'aime bien cette pharmacie. Il y a ici de très bons produits. Il n'y a pas grand-chose pour les femmes. C'est du médical pour les hommes. Ah si, il y a un gel spécial. C'est pour le sexe des femmes. Ce gel est très spécial. Il est à base de ginseng associé à des plantes médicinales chinoises. C'est très efficace. Oui, ça fortifie le sexe, ça renforce le système immunitaire. C'est surtout pour les personnes d'un certain âge. Le supermarché de Monsieur Li est en réalité une gigantesque pharmacie. Contrairement aux Occidentaux, les Chinois associent la santé au sexe. C'est pourquoi ici, la plupart des vendeurs ont une formation médicale. En fait, en Chine, le sexe a toujours été associé à la médecine chinoise. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de médecins et de pharmaciens ici. D'ailleurs, la plupart des clients considèrent les vendeurs comme des médecins. Les cliniques et les hôpitaux, qui n'arrivent pas à soigner les problèmes sexuels, nous envoient leurs patients ici. Lorsque les Chinois n'ont pas de problème sexuel, on leur recommande ici d'entretenir leur libido. Et pour ça, l'Occident joue un rôle essentiel, celui d'exciter les sens, avec des produits comme celui-ci. Regardez un peu comme elle est belle. Ça, c'est notre poupée gonflable. Regardez ce visage. Très occidental d'ailleurs. Vous trouvez ça normal que les hommes utilisent des poupées gonflables? Oui, parce que c'est bon pour leur bien-être. Et pour les Chinois timides, mademoiselle ou madame peut fermer les yeux. La réussite économique de la Chine et de Pékin en particulier efface peu à peu les dernières traces du passé. Mais à Pékin, il reste encore quelques vestiges de la grande époque communiste. C'est ici le magasin d'enfants, un magasin italique où on vendait les choses comme à l'ancienne. Là, je vais rencontrer le manager. Wow, il y a plein de monde, je ne m'attendais pas du tout. Là, je trouve mon enfance, il y a tout. Ici, les bourses les plus modestes viennent pour dénicher des produits fabriqués depuis quelquefois un demi-siècle par les usines d'État à des prix défiant toute concurrence. La spécialité de la boutique, ce sont les vêtements à la mode, ceux des années 70, et quelques nouveautés tout de même. Là, c'est le ticket, et là, on fait la comptabilité comme ça. La caisse est d'origine. Ici, on compte toujours avec un boulier. Sur sa liste de mariage, ce jeune Chinois cherchait une bouteille thermo à l'ancienne, rouge, d'une marque très précise. Ça fait longtemps que vous cherchez ce modèle? Oh oui, ça fait longtemps. Il est dur à trouver? Oh, ça fait un bon mois qu'il n'y en avait plus.
Pourquoi vous mettez l'oreille? Si ça fait whoop, ça veut dire que c'est de la bonne qualité. La bouteille thermo fabriquée par l'État lui coûtera la modique somme de 3 €. Un autre must pour les jeunes mariés et les familles qui n'ont pas encore de toilette, le fameux pot de chambre, et pas n'importe lequel. C'est pour faire bibi dans la nuit. C'est une marque très connue ici qui s'appelle Double Bonheur, dans la nuit. Comment tu lui as dit que ça s'appelait? Double Bonheur. Et The, ton prénom, ça veut dire quoi? C'est Double Bonheur aussi. Donc je m'associe, c'est pour ça, une affinité avec ce produit-là. J'ai fait la publicité. Celui-là, pour dormir. À 3 € en soir. Voilà. 3 €? Oui, 3 € en soie, brodé à la main, avec une fleur, des oiseaux qui viennent dans la nuit. La majorité de la clientèle est féminine. Le stand pris d'assaut 12 heures par jour, c'est le rayon cosmétique. L'amitié. Déjà, la marque porte bien le nom comme l'amitié. En fait, c'est une marque qui est datée de la jeunesse de ces dames. Après la libération de la Chine, elle est des fidèles à cette marque-là. Les clients ici sont fidèles. Les nostalgiques d'une autre Chine viennent retrouver le plaisir du contact à l'ancienne. C'est un magasin à l'ancienne. Tous les magasins, il y a 20 ans, étaient comme ça. J'aime cette ambiance. Vous savez, c'est pas comme dans ces grands magasins de luxe d'aujourd'hui. En fait, vous trouvez que l'ambiance ici est plus sympathique? Oui, dans les autres magasins, les vendeuses arrivent avec un grand sourire. Mais en fait, elles s'intéressent plus à ce que vous avez dans le porte-monnaie. Et si elles voient que vous n'êtes pas intéressé, elles prennent un air déçu et d'un seul coup, elles vous ignorent. Vous savez, ici, la priorité, ce n'est pas de faire des bénéfices. Et même si les vêtements sont d'une autre époque, la mode ici, c'est d'abord ce qui se vend. L'élégance a sa référence représentée par ces mannequins, venus d'Europe il y a bien longtemps. À l'époque, on trouvait déjà que les Occidentaux sont beaux, surtout il a de l'allure pour montrer les vêtements. Mais aujourd'hui, les mannequins ont changé d'allure. Pour les rencontrer, il faut aller à l'autre bout de la capitale, dans le Pékin futuriste. Un Pékin où la mode, c'est ce qui se démode. C'est la Fashion Week, le grand rendez-vous des jeunes créateurs et de la haute couture. Une femme comme star, ici pour le Fashion Week, il y a un chauffeur exprès pour ouvrir la porte. Le marché du prêt-à-porter en Chine est en pleine expansion. Dans une des salles de ce grand hôtel, les Chinois, libérés de l'uniforme, affichent depuis quelques années déjà face au monde une nouvelle image. Une mode sans complexe, libérée de tous les préjugés. Les mannequins mis à la disposition des jeunes créateurs sont pour la plupart made in China. Ils ont été recrutés aux quatre coins de l'Empire. Aujourd'hui, les créations présentées participent au concours international des jeunes créateurs de la Fashion Week de Pékin. À la fin de ce défilé, le gagnant recevra un prix et pourra sans complexe partir à la conquête du marché chinois, autrement dit le jackpot. Nous avons appris qu'une Française a été sélectionnée pour ce concours. Je négocie pour nous dans les couloirs pour que notre caméra soit autorisée malgré les règles strictes de sécurité à la rencontrer. C'est l'organisatrice. En fait, j'ai essayé de faire des relations avec elle pour qu'on entende la coulisse. De l'autre côté de la scène, chacun attend sagement son tour. 37 jeunes créateurs, dont la moitié d'étrangers, se partagent à peine une quinzaine de mannequins. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine de la mode à Pékin. Le défilé est retransmis en direct à la télévision chinoise. Dans les coulisses, c'est au tour de Diane de Gély. C'est la seule Française invitée par les Chinois. Diplômée de S-Mode Lyon, elle a cassé sa tirelire pour tenter sa chance à Pékin. Et ben maintenant on attend l'heure
leur hache. C'est un enjeu pour vous important aujourd'hui ? Pour moi, oui, parce que c'est la première fois que je présente mes vêtements au public. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis, ouais, c'est important parce que c'est le premier grand défi. Et donc, forcément, je suis super émue. Et voilà. Vous êtes la seule Française. Ça va jouer ou pas ça ? Écoutez, je sais pas, on va voir. Hein. Il faudra qu'on se revoie après le défilé pour en parler. Les modèles de Diane de Gelly font enfin leur apparition sur la grande scène de Pékin. La petite Française joue enfin dans la cour des grands. Ces créations nous font voyager entre une Afrique et un Tibet futuriste. Auront-elles le succès qu'elles méritent ? Réponse dans quelques minutes. Mais pour l'instant, ceux qui profitent le plus de cette nouvelle passion des Chinois pour la mode, ce sont les mannequins. Et les grandes marques raffolent de plus en plus du type asiatique. Logique si l'on veut partir à la conquête de cet immense marché. Est-ce qu'elle pense que les créateurs chinois arrivent en force ? Ou est-ce que ça va être difficile pour eux par rapport aux grands créateurs internationaux ? Aujourd'hui, les créateurs chinois sont présents dans tous les grands événements, comme à Paris ou même à Milan. Et je pense que, grâce à eux, la Chine va devenir un nouveau centre de la mode. La nouvelle génération de créateurs est vraiment très inventive. Combien gagne un top modèle en Chine ? Combien d'argent je gagne ? Ça dépend des défilés. Et par exemple pour celui-là ? Celui-là, je ne me suis pas encore renseignée. Mon agent va me donner un chiffre précis, mais après le défilé. Vous donner un chiffre précis, c'est difficile. Disons qu'en moyenne, on gagne plusieurs milliers de yuan par mois. Ça dépend. Ne leur dis surtout pas. Ne leur dis rien, c'est un secret. Et pour cause, avec 1,350 milliard d'habitants à peu près en Chine, la concurrence est rude. C'est le rêve qu'elle a toujours eu d'être là aujourd'hui, top modèle ? Oui. Oui. Depuis toute petite, je rêvais d'être mannequin et de porter de superbes robes. Maintenant, mon rêve s'est enfin réalisé. Tu ne te lasses pas de changer de robe tout le temps ? Oui. C'est vrai que c'est peut-être devenu une habitude de changer de robe tous les jours. C'est devenu tellement mécanique. Je ne sais vraiment pas si maintenant je trouve autant de plaisir qu'avant. C'est l'heure du verdict. Tous les jeunes sont présentés un à un sur scène. Les créations de Diane de Gelly ont été très remarquées. Mais les jurés ont choisi de remettre le premier prix à un Allemand de Berlin, David Hübel. Ces modèles, aux allures de nomades de la guerre des étoiles, ont emballé les Chinois. Diane a tout de même une petite consolation, un diplôme et un livret rouge. J'ai un bon kit fleurs et mon petit certificat, prix du souvenir. Super, génial, super, vraiment. Ouais, franchement c'est un grand événement comme ça, avoir ses vêtements sur le podium, c'est le pied quoi. Bonne chance. Merci beaucoup, merci à vous. Le rouge, une couleur en Chine qui porte chance. Rouge comme la révolution communiste. Avant de se quitter, nous sommes allés faire un tour sur la colline de Charbon. Une colline artificielle qui domine Pékin et où l'on peut chaque dimanche écouter des chants communistes interprétés par des chorales spontanées.
Et comme le dit le proverbe chinois, avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie.